La galaxie n'avait plus eu de nouvelles de la Terre depuis 3 décennies. Pas un murmure, pas un signal de détresse, rien. Après l'effondrement, l'humanité s'était évaporée dans sa propre poussière, et les étoiles avaient continué leur chemin sans elle, oubliant, se moquant, réécrivant leur héritage en échec. Les autres empires appelèrent cela l'épuisement terrien. Ils disaient que la Terre s'était fissurée sous la pression, trop primitive pour suivre l'évolution galactique. Mais le cuirassé terrestre arriva, et la galaxie se déchaîna. Aegis Prime n'avait demandé aucune permission. Il n'avait pas emprunté de voie commerciale ni de canaux diplomatiques. Il avait percé un trou dans le subspace et s'était écrasé juste à l'extérieur de l'étendue Cyrix, telle une malédiction incarnée. Pas de drapeau, pas d'avertissement, pas d'escorte, juste un mastodonte noir massif, cousu de rage et d'une technologie qu'aucun empire ne pouvait retracer. Et à sa tête se tenait Ronan Strix. Ce n'était pas un héros, pas selon les critères terriens d'autrefois. Il ne souriait pas, il ne faisait pas de discours. Il portait ses cicatrices comme des médailles et prononçait des ordres concis qui semblaient des armes chargées. Le genre d'homme qui avait vu la terre brûler et promis qu'elle ne s'agenouillerait plus jamais. Au rapport, dit-il en scrutant le champ d'étoiles depuis la passerelle. Au rapport, dit-il en scrutant le champ d'étoiles depuis la passerelle. 3 flottes Zurvani en approche, des vaisseaux Calcari en approche. Puissance de feu estimée suffisante pour raser 5 systèmes coloniaux, répondit le lieutenant Harrow. Ronan ne scia pas. Mais pas assez pour nous égratigner. Non, monsieur, confirma Harrow. Il pense que nous bluffons. Il faillit rire. Les extraterrestres pensaient que la Terre reviendrait en rampant, qu'elle supplierait, qu'elle proposerait des traités de paix, comme autrefois. Mais ils ignoraient ce qui s'était passé pendant ces 30 années perdues. Ils ignoraient que la Terre était devenue silencieuse, non pas parce qu'elle était morte, mais parce qu'elle se préparait à la vengeance. L'humanité avait appris. Quand la galaxie asservissait ses diplomates, la Terre se souvenait. Quand les Ervani vaporisaient accidentellement des vaisseaux médico-terriens, la Terre se souvenait. Quand le Conseil galactique excluait la Terre de ses propres voies orbitales et la forçait à échanger des enfants contre la citoyenneté, la Terre se souvenait. Les empires se moquaient des émotions terriennes, rage, loyauté, culpabilité, amour. Ils les appelaient faiblesse. Ronan les appelait carburant. Son équipage attendait, silencieux. C'étaient des fantômes d'acier, élevés dans des bunkers, entraînés sous des dômes occultants, conçus pour la guerre sans politique, sans compromis. Chacun d'eux avait perdu quelque chose, une famille, un foyer, un avenir, et ils suivaient tous Ronan comme s'il était le dernier dieu de l'univers. Une alerte clignotante rompit le silence, une grêle imminente. L'amiral Zirvani Krill apparut sur l'écran de la passerelle, sa peau reptilienne tendue sur ses os, ses yeux bridés luisant d'arrogance. « Nous sommes dans l'espace Zurvani, ricana Krill. Vous allez vous éteindre et vous identifier, ou vous serez éradiqué. » Ronan se pencha suffisamment près pour que Krill puisse voir les cicatrices sur son visage. « Vous avez déjà essayé de nous éradiquer, dit-il sèchement. Ça n'a pas marché. » Krill plissa les yeux. « Tu crois qu'un vieux vaisseau terrien peut défier un empire ?» Les lèvres de Ronan se courbèrent en un léger sourire. « Je sais qu'un seul vaisseau suffit. » Il coupa la transmission. Dehors, les vaisseaux Zervani ouvrirent le feu. Des explosions de plasma pleuvèrent sur Aegis Prime, chacune capable de désintégrer une lune. Aucune n'atterrit. Le blindage nanotissé du vaisseau absorbait l'énergie comme un bonbon, l'absorbant, la convertissant, la neutralisant. Les artilleurs extraterrestres ne s'en rendirent compte que trop tard. « Feu !» ordonna Ronan. Un seul mot. Le canon à rail spinal s'engagea. Ce n'était pas du plasma. Ce n'était pas des lasers. C'était la mort cinétique. Une masse pure enveloppée de physique que la Terre refusait de partager. La balle frappa le vaisseau de commandement Zervani en plein cœur. Il n'y eut ni boule de feu, ni débris, juste une absence soudaine et terrifiante. Le vaisseau s'effondra sur lui-même, s'écroulant comme une boîte de conserve avant de disparaître dans un tourbillon d'espace tordu. L'autre flotte s'immobilisa. Ronan se tenait debout sur la passerelle, le regard fixe comme des nuages d'orage. « Transmettez ceci, dit-il, à tous les empires, à tous les systèmes, mot pour mot. » Harrow hocha la tête. Ronan prit la parole. « La Terre n'est pas votre colonie. La Terre n'est pas votre serviteur. La Terre n'est pas encore votre tombe. Mais continuez à avancer, et nous finirons ce que nous avons commencé, un empire à la fois. » Le message fut envoyé. Dans les minutes qui suivirent,
23 flottes se retirèrent de leurs frontières. 3 gouverneurs planétaires préférèrent commettre un suicide politique plutôt que de répondre des atrocités passées. Et quelque part au fin fond de la galaxie, un empereur extraterrestre murmura les mots que personne n'osait prononcer. La Terre est de retour. Le silence qui suivit la diffusion n'était pas la paix. C'était la peur. L'Aegis Prime planait comme la mort au-dessus de l'étendue du Cyrique, immobile, sans ciller, irradiant une menace à chaque impulsion de ses capteurs. Aucun vaisseau terrien n'était jamais apparu sur les scanners de ce quadrant jusqu'à présent. Et à cet instant, la moitié de la galaxie s'est empressée d'effacer les traces de toutes les atrocités commises contre la Terre. Ronan Strix se tenait au centre. Il ne savourait pas la peur. Il la mesurait. Les Ervani ont fait silence radio, murmura Haro. 3 planètes Calcari venaient de déclencher un verrouillage défensif total. Des civils parqués sous terre. Protocole de guerre Zeta 8. Ils ont peur, dit Ronan sans se retourner. Bien, ils ont raison. La passerelle d'Aegis Prime était silencieuse. Personne ne célébrait. Personne n'esquissait un sourire. Le vaisseau n'était pas conçu pour ça. Il avait été forgé dans le creuset de la vengeance terrestre par des mains qui se souvenaient des chaînes, des bombardements, des trahisons. Chaque système à bord avait un but précis, punir. La télémétrie confirme que le syndicat Varian a commencé à évacuer toutes les installations minières du secteur 9 Gamma, ajouta Haro. On dirait qu'ils pensent que nous allons cibler les centres de ressources. Ronan expira lentement. Ils se souviennent de ce qu'ils ont fait sur Varga 6. Cette planète avait autrefois été la colonie la plus éloignée de la Terre, paisible, agricole et autonome, jusqu'à ce que le syndicat virien découvre un minerai rare sous sa surface. En moins d'1 mois, les habitants de Varga 6 furent déclarés colons illégaux et brûlés vifs chez eux. Les Viriens qualifièrent cela d'erreur militaire automatisée. Ils reçurent une amende. La terre fut réduite en cendres. Ronan se souvenait de Varga 6 car son frère y était mort, la chair détachée des os sous la chaleur du feu orbital. Il avait 12 ans. Ronan avait 20 ans. Trop loin pour l'arrêter, trop impuissant pour les faire payer, jusqu'à maintenant. Trop loin pour l'arrêter, trop impuissant pour les faire payer, jusqu'à maintenant. Avancez, Nave, ordonna Ronan. La carte des étoiles s'épanouit devant lui, affichant des dizaines de secteurs rouges, chacun marqué par le sang terrien. De vieilles blessures, des génocides oubliés, des lieux que le reste de la galaxie avait opportunément rayés de ses livres d'histoire. Le monde évoluait vite quand cela lui convenait. Mais la Terre n'oubliait pas. Ciblez l'anneau de communication Kelkari sur Juno Theta, ordonna Ronan. Pas de victimes. Juste l'extinction des feux. Envoyez des drones de reconnaissance immédiatement, dit Haro. L'ordre Kelkari était tristement célèbre pour se cacher derrière la diplomatie. Des élites de grande taille, à la peau argentée, vêtues de robes flottantes, qui parlaient de paix, mais dirigeaient le plus grand réseau d'espionnage de la galaxie. Leurs expériences clandestines sur des terriens capturés, en particulier des enfants, furent documentées, mais jamais sanctionnées. Une image divulguée montrait le crâne d'un garçon ouvert, le cerveau relié à un neurosplicer, tandis qu'il hurlait dans un traducteur. L'ambassadeur Kelkari qualifia cela de progrès scientifique. Plus maintenant, alors que l'équipage se préparait à la prochaine frappe, Ronan descendit du pont et se dirigea vers la plateforme d'observation. Non pas par besoin de vue, mais par besoin d'espace. Il avait changé. Tout le monde avait changé. Autrefois, il avait cru que la Terre s'élèverait grâce à l'unité, aux alliances. Il avait fait partie du corps de sensibilisation terrien originel, un diplomate parlant couramment 5 langues galactiques, formé pour représenter la Terre parmi les étoiles. Tout cela prit fin le jour où il vit un délégué Zervani briser le cou de son homologue terrien en direct. Une émission et des rires. Pas de conséquences, pas de tollé, juste des audiences. Après cela, il rejoignit le programme de la voûte noire, l'initiative secrète de représailles de la Terre. Il n'était plus un diplomate, il était une arme, et il était fatigué. Il se tenait sur la plateforme d'observation, scrutant le bord incurvé de la galaxie. Les étoiles semblaient différentes, plus froides, comme si elles observaient, jugeaient, peu, être même effrayées. Des pas derrière lui. Il ne se retourna pas. Permission de parler librement, monsieur? Lui. Il ne se retourna pas. Permission de parler librement, monsieur? C'était Haro. Vous le faites toujours. Haro vint se tenir à ses côtés, les yeux rivés sur le vide. Ce vaisseau, c'est un monstre. Et c'est nous qui tenons la laisse. Nous l'avons construit parce que personne d'autre ne nous a laissé le choix.
Je sais, dit Haro doucement. Mais si la laisse se rompait, Ronan se retourna lentement. Sa voix était calme, basse. Puis nous mordîmes la main qui nous nourrissait de douleur. Haro ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le silence entre eux en disait long. Ils étaient tous deux soldats. Non, des survivants. Chacun portait des fantômes dans son sang. Ronan tapota la vitre renforcée. Nous ne sommes pas là pour tuer des planètes, juste pour leur rappeler que nous n'avons jamais été faibles. Nous ne sommes pas des envahisseurs, Haro. Nous sommes les collecteurs de factures. De retour sur la passerelle, les drones de reconnaissance sont revenus. L'anneau de communication Kelkari était vulnérable, faiblement protégé, et le réseau énergétique était exposé. Aucune signature biologique n'a été détectée, a rapporté l'unité d'IAGRI-4K. Une explosion IEM est recommandée pour désactiver l'anneau entier sans faire de victimes. Faites-le. Le canon dorsal de l'Aegis Prime vrombit, libérant une impulsion électromagnétique silencieuse sur une douzaine de kilomètres. L'anneau s'assombrit instantanément. Des milliers de messages cacariens, de relais de localisation et de canaux cryptés disparurent en un clin d'œil. Le chaos s'installa derrière les frontières cacariennes. Ronan se tourna vers son équipage. Notez bien, c'est la différence entre nous et eux. Nous détruisons les systèmes, pas les civils. Laissons la galaxie découvrir qui sont vraiment les monstres. Le message se répandit plus vite que la lumière. Tous les centres de renseignement s'allumèrent avec le même titre. La Terre contre-attaque. Kalkari paralysé. Le syndicat Varian lança un appel public à la diplomatie. Zervani diffusa un communiqué fortement modifié, affirmant que le vaisseau amiral détruit avait été saboté par des éléments rebelles. Le Conseil galactique convoqua un sommet. Et la Terre ne répondit pas, parce qu'elle ne demandait plus rien. La Terre ne répondit pas, parce qu'elle ne demandait plus rien. À bord, Ronan fixait le panneau de communication clignotant, des centaines de messages entrant de diplomates extraterrestres, implorant des pourparlers, promettant des réparations, présentant des excuses. Il les laissa s'accumuler, sans réponse. Ils avaient 30 ans pour s'en soucier. Ils avaient 30 ans pour agir. Maintenant, ils pouvaient attendre. Il se connecta à une ligne sécurisée. Une seule personne répondit. Une voix de femme, aiguë, froide. C'est toi qui as commencé. Ronan hocha la tête. Moi, je l'ai fait. Ils vont intensifier les hostilités. J'y compte, soupira-t-elle. Quel est le but ultime? Il regarda les étoiles. Quel est le but ultime? Il regarda les étoiles. L'équilibre. Tu crois que c'est ça? Pas encore le numéro, mais c'est le seul moyen d'y arriver. Il coupa la transmission. Plus tard dans la nuit, seul dans ses quartiers, Ronan sortit un vieux bloc-notes, rayé, effacé, le dernier message de son frère. Ils arrivent. Ils ont dit qu'ils voulaient le terrain. Maman m'a dit de me cacher. Je ne veux pas. Je veux me battre comme toi. Il ferma les yeux, le tampon sur son front. Ce n'était pas justice. La justice aurait signifié que les responsables étaient déjà sous terre. C'était une vengeance à la mémoire longue, une lente tempête déferlant sur les étoiles. Et Ronan Strix n'était que la terre. C'était une vengeance à la mémoire longue, une lente tempête déferlant sur les étoiles. Et Ronan Strix n'était qu'un début. Ce sommet avait été convoqué par désespoir, ni par unité, ni par diplomatie, par désespoir. Le Conseil galactique ne s'était pas réuni ainsi depuis plus de 60 ans, pas depuis que la peste courotte avait anéanti une espèce entière. Mais voilà qu'il convoquait une session d'urgence quelques heures après la seconde frappe terrestre. Cette fois, la Terre ne se montra pas. Ronan Strix n'avait pas besoin de leur permission. Il n'avait pas besoin d'une place à leur table. L'Aegis Prime fut sa réponse. L'ordre Kelkari envoya une délégation complète, les visages crispés par une grâce forcée, leurs gardes psychiques scrutant la pièce à la recherche de pensées cachées et d'une fausse humilité. Le domaine Zirvani n'envoya qu'un seul représentant, le prêtre guerrier Kralzet, une brute imposante en armure cérémonielle, encore maculée des cendres du vaisseau amiral détruit par la Terre. Et tous posèrent la même question, que veut la Terre? De retour à bord de l'Aegis Prime, Ronan observa le sommet grâce à une fuite de signal privé. Ils tournèrent en rond, sanctions, diplomatie, réparation. Ils tournèrent autour de la culpabilité comme si elle n'était pas imprégnée de leur robe. Personne n'osa admettre ce qu'ils avaient fait. Parce que s'ils le disaient à voix haute, la Terre aurait raison de tous les brûler. Zervani propose un cessez-le-feu, dit Haro en lisant la transmission traduite. Ils nous offrent un accès technologique partagé, des alliances défensives
Et maintenant, ils nous supplient. Ronan secoua la tête. Ils veulent qu'on accepte un pot de vin et qu'on retourne à la terre. L'équipage resta silencieux. Il sentait tous les regards braqués sur lui. Non seulement ceux de ses officiers, mais aussi ceux de l'IA, les drones de sécurité et même des murs. L'Aegis Prime était plus qu'un vaisseau. C'était en partie une construction vivante, construite avec une technologie symbiotique conçue pour se lier aux signatures neuronales de son capitaine. Si Ronan avait des doutes, le vaisseau le saurait. Mais Ronan n'en doutait pas. Il avait enterré trop de noms, regardé trop de vidéos d'enfants terriens emmenés hors de leur planète. Il se souvenait des marchés planétaires où l'on vendait autrefois des ossements terriens comme des artefacts de la culture primitive. Il se souvenait d'avoir vu les images de sa mère, crachées dessus, déshabillées et diffusées pour le divertissement, après qu'un tribunal Zervani l'eût qualifiée d'instigatrice de basse extraction. L'Empire voulait la paix maintenant? Ils avaient eu leur chance. Préparez la prochaine frappe, dit Ronan. Ciblez le site secret de Varian sur Altarus 3. Il pense que nous ignorons son existence. Haro haussa un sourcil. Ce sont des renseignements hors réseau, monsieur. Secret. Comment savons-nous qu'ils sont exacts? Parce que j'y ai travaillé, répondit froidement Ronan. La salle se figea. Il ne leur avait jamais rien dit, pas en détail. Certains membres de l'équipage supposaient qu'il avait travaillé dans les renseignements. D'autres savaient que ses archives comportaient des lacunes, des années effacées par le commandement terrien. Mais aucun d'eux ne savait qu'après le massacre de Varga VI, après l'effondrement du corps de la diffusion, Ronan avait été vendu à un programme de réhabilitation par les Viréons. Pendant 3 ans, il fut un fantôme enfermé sous terre, contraint de participer au développement d'armes neurales pour ses ravisseurs, contraint d'observer d'autres humains torturés en cage, comme des données. Il s'est échappé en tuant 7 gardes et en faisant exploser le laboratoire. Mais Altarus 3 a été reconstruit, enterré à nouveau, caché derrière l'argent des Virons et à l'abri des regards. Il était temps de le déterrer. Où en est la présence civile? Demanda Ronan. GR8 Catrec, l'IA du vaisseau, a réagi immédiatement. Aucun signe de vie confirmé. Tout est automatisé. Laboratoire de données uniquement. Cible dégagée. Parfait. Préparez les missiles à graviton. Peu lui importait qu'ils observent. Ils le voulaient. Et ils observaient. À travers la galaxie, des millions d'êtres étaient à l'écoute des mouvements de l'Aegis Prime. Des secteurs entiers étaient désormais en alerte. Les stations frontalières étaient éteintes, espérant passer inaperçues. Les clans pirates abandonnèrent les routes commerciales. Même les chasseurs de primes commencèrent à effacer les mandats terriens de leur réseau. Personne ne voulait être surpris dans l'ombre de la Terre. Sur Altaris 3, la surface était silencieuse. En dessous, 10 kilomètres de bunkers renforcés bourdonnaient d'expériences interdites, de cuves de clonage, de cuves de suppression neurale, de dispositifs de guerre biologique assistés par IA, tous interdits par le Conseil, mais tolérés car la Terre était la seule victime. Le missile fut lancé. Il n'y eut pas d'explosion à l'impact. Au contraire, le noyau gravitationnel s'activa une demi-seconde avant l'impact, effondrant le bâtiment avec une précision chirurgicale, tel un trou noir dans un bocal. Chaque fil, serveur et arme secrète se replièrent en un point unique et disparurent. Plus aucun débris, plus aucune trace, juste disparu. De retour sur le pont, Haro expira. Disparu. De retour sur la passerelle, Haro expira. Altarus 3 neutralisé, Ronan hocha la tête. Transmettez un message. Court. Pas de cryptage. Il s'avança et fixa la caméra. Ceci est pour tous les enfants terriens qui ont crié dans vos labos pendant que vous enregistriez les données. Nous nous souvenons, nous ne négocions pas. Lavez-vous les mains tant qu'il vous en reste. Le message fut envoyé. Cette même nuit, 4 membres du conseil d'administration virien furent assassinés par leurs propres forces de sécurité. Quelqu'un fit fuiter une base de données complète des crimes commis sur Altaris 3. Des manifestations massives éclatèrent sur les mondes neutres. Et pour la première fois de l'histoire, le Conseil galactique décréta un confinement militaire total contre un seul vaisseau terrestre. Mais il était déjà trop tard, car les civils parlaient. Des murmures se répandaient. Les gens se souvenaient des anciennes infirmières, enseignantes, commerçantes terriennes, de ceux qui avaient disparu après leur déportation. Ils se souvenaient de leur gentillesse, de leurs pleurs lors des procès, de leur sang versé pendant les émeutes. Et maintenant, ils se demandaient, et si la Terre n'avait pas été faible, et si elle avait simplement été patiente,
De retour à bord d'Aegis Prime, Ronan pénétra dans la chambre de mémoire, le cœur du vaisseau, la colonne vertébrale, où étaient stockés les schémas neuronaux. La pièce vibrait d'une faible lumière bleue, de légers bourdonnements résonnant sur les murs. C'est là qu'il les gardait. Noms, visages, voix, des milliers. Chaque terran perdu face à la cruauté de l'Empire, téléchargé dans le sanctuaire mémoriel du vaisseau. Pas comme IA, pas comme arme, mais comme témoin. Il passa devant les hologrammes. Une fillette de 6 ans, Lena, est morte dans un dysfonctionnement du sas Kelkari. Un homme, Decker, a été brûlé vif, alors qu'il était enchaîné dans un camp de travail, a diffusé une émission sportive. Une diplomate, Aisha Decker, a été brûlée vive alors qu'elle était enchaînée dans un camp de travail, a diffusé une émission sportive. Une diplomate, Asha, sa mère, a été exécutée en public, ses cris étant moqués par une foule rieuse. Il s'arrêta devant sa projection. « J'ai presque fini, maman », murmura-t-il. « Ils se souviendront de toi, je te le jure. » Derrière lui, les lumières s'éteignirent légèrement. GRY-4EC parla doucement. « Nouvelle donnée en cours, capitaine. Le domaine Zervani rassemble 3 flottes dans le secteur 19C. Formation de combat confirmée. Pas de transmission diplomatique. » Ronan fixa l'hologramme de sa mère dans les yeux pendant une longue seconde. Puis il se retourna, le regard dur comme l'acier. Enfin, ils arrivaient. 3 flottes Zervani, 49 vaisseaux de guerre au total, filant à travers le secteur 19C comme des poignards tirés dans le vide. Chaque vaisseau était un monument à la brutalité. De longues structures squelettiques conçues autant pour l'intimidation que pour la destruction, avec des coques incurvées et cornues et des noyaux de plasma rouge foncé. Pas d'avertissement, pas de message, juste des signatures thermiques qui montaient et des armes qui chargeaient alors qu'ils se rapprochaient de la position d'Aegis Prime. Ce n'était pas de la défense, c'était des représailles. Ils essaient de nous provoquer, marmonna Haro, les doigts survolant la console. Un arsenal de combat complet, plusieurs types d'énergie. Ils étaient prêts à tout. Ronan Strix se tenait au poste de commandement, parfaitement immobile. Aucune peur, aucune expression, juste ce même calme indéchiffrable. Le genre qui ne venait que de quelqu'un qui était déjà mort une fois à l'intérieur. Ils veulent la guerre, dit-il. On leur offrira des funérailles. Les Zervani avaient toujours été le plus cruel des empires. Pas seulement puissants, mais fanatiques. Pas seulement puissants, mais fanatiques. Ils n'ont pas seulement conquis des espèces, ils les ont anéantis. L'éradication n'était pas seulement une tactique, c'était une doctrine. Ils appelaient cela la pureté de l'évolution. Toute race qui ne s'adaptait pas à leur hiérarchie était jugée indigne de survivre. La Terre avait été leur souffre-douleur préféré, une infestation émotionnelle qu'ils appelaient autrefois l'humanité. Ils envoyaient maintenant leur meilleure flotte pour achever l'extermination commencée 30 ans plus tôt. Ronan se pencha en avant, scrutant la carte stellaire du regard. Transférer les données de leur flotte à l'IA de combat. Commencer la cartographie prédictive. Haro, état d'avancement de nos contre-mesures, tous les systèmes sont au vert. Torpille gravimétrique en service. Réseau IM chargé. Prototype d'explosion du vide prêt. Mais monsieur, nous ne l'avons jamais déployé en combat réel. Cela va bientôt changer. Un silence s'abattit sur la passerelle. Chaque officier, chaque membre d'équipage comprit la signification de cet instant. Ce n'était pas une frappe chirurgicale. Il ne s'agissait pas d'envoyer un message. C'était la guerre. Ronan se connecta aux communications de la flotte. Chaque soldat à bord d'Aegis Prime, des techniciens de drones aux artilleurs en passant par les opérateurs d'interface neuronale, entendit sa voix. Ici Ronan Strix, capitaine d'Aegis Prime, survivant de l'effondrement, enfant d'une terre oubliée. Écoutez-moi, le silence était électrique. Les Zervani croient connaître la peur. Ils en ont fait une politique. Ils l'ont peinte dans le ciel avec chaque monde qu'ils ont brûlé. Mais ils ne connaissent pas le nôtre. Ils ne savent pas ce que c'est que de rester silencieux pendant 30 ans, de porter des tombes dans son sang, de brûler de chagrin à chaque seconde où l'on respire. Ils ont effacé notre histoire. Il marqua une pause, respirant lentement. Maintenant, nous effaçons la leur. L'équipage répondit par de discrets hochements de tête, certains posant le doigt sur des reliques personnelles, de vieilles photos, des fragments de familles disparues depuis longtemps, de petits fragments d'un foyer qui avait existé autrefois. Le compte à rebours commença. Les vaisseaux Zervani seraient à portée de tir dans 6 minutes. Le vaisseau serait à portée de tir dans 6 minutes. Le GRI-4EC commença à tracer des trajectoires d'interception.
Les champs de phase assistés par IA commencèrent à chauffer, la coque du vaisseau se mit à scintiller sous l'effet de l'énergie gravitationnelle. Ronan resta immobile, observant les points Zervani se rapprocher sur l'écran. « Ils ne s'arrêteront pas avec nous », dit Harrow à voix basse. « Si nous tombons, ils y verront la preuve que l'humanité est un coup de chance. »« Nous ne sommes pas un coup de chance, » répondit Ronan. « Nous en sommes la conséquence. » Puis le premier coup de feu retentit. Un destroyer Zervani déchaîna une vague de plasma noir conçue pour contourner les protections standards. Elle traversa l'espace en rugissant, dessinant un long arc de mort vers Aegis Prime. Mais le cuirassé ne broncha pas. La coque en nanotissage scintilla, s'adapta et absorba le plasma comme une éponge qui boit de l'eau. Les systèmes centraux fléchirent. Aucun dommage n'était enregistré. La main de Ronin bougea. Riposte. Barrage complet. Sans pitié. L'Aegis Prime prit vie. Des torpilles gravimétriques furent lancées depuis des tubes dorsaux, chacune transportant une masse comprimée en densité moléculaire. Elles n'explosèrent pas, elles s'effondrèrent. L'un d'eux frappa le centre d'un cuirassé Zervani. En un instant, le vaisseau se replia sur lui-même. Métal tordu, os, feu, tout fut aspiré en un point dense avant de disparaître. Un autre tira. Celui-ci activa le prototype. Une explosion du vide, une sphère d'énergie tourbillonnante se nourrissant d'énergie, déchirant les blindages, drainant les réacteurs, laissant les croiseurs Urvani impuissants tandis qu'ils s'enfonçaient dans l'abîme. Deux vaisseaux entrèrent en collision dans le chaos, tentant de battre en retraite. Tous deux explosèrent, illuminant le ciel noir comme deux étoiles jumelles s'éteignant ensemble. Mais les Urvani ne s'enfuirent pas, ils chargèrent. Le prêtre de guerre était parmi eux. Le vaisseau de Kralzet, le purificateur, avançait maintenant à travers les décombres, ses moteurs couleur de sang en feu. Il tira une salve d'ogives d'antimatière directement vers le cœur d'Aegis Prime. « Brasse !» hurla Harrow. Les ogives explosèrent à mi-chemin, interceptées par une défense nouvellement activée, le réseau d'impulsion. Ronan l'avait lui-même mis en service. Un réseau de particules magnétisées à tir rapide qui captait les explosions d'énergie et les redirigeait en temps réel. L'explosion d'antimatière se dispersa en une lumière stellaire inoffensive. Ronan fixa le purificateur. « Ciblez-le !» Harrow hésita. L'équipage de ce vaisseau est biologiquement intégré au noyau. Le tuer signifie, dis-je, le cibler. Ce n'était plus le noyau de rayonnement. Plus de diplomatie, plus d'hésitation. Pas après ce qu'ils avaient fait. L'Aegis Prime verrouilla et tira. L'arme finale était la plus personnelle de Ronin, le canon Hellspire, rétroconçu à partir de technologies Zirvani volées, amplifiées, modifiées et perfectionnées. L'éclair traversa l'espace, émotion pure et condensée, ni feu ni plasma, rage, ancrée dans la science. Il hurla à travers le vide et frappa le purificateur de plein fouet. Le vaisseau explosa de l'intérieur, une lumière cramoisie jaillissant de toutes parts tandis que les cris des Zervani résonnaient dans les communications avant que le signal ne s'éteigne. Puis le silence. Sur 49 vaisseaux, seuls 7 s'éloignèrent péniblement, la moitié en flammes, certains sans propulsion, l'un d'eux se déchirant lentement. Aucune contre-attaque ne suivit. Zervani n'avait jamais connu une telle perte, pas depuis des générations. Sur la passerelle, une alerte retentit. Un appel, de la capitale zervanienne. Ronan haussa un sourcil. Enfila-le. Un visage tremblant apparut, plus jeune que prévu. Yeux écarquillés, écailles pâles. Un sous-chancelier, peut être. Pas militaire. Un vaisseau terrien, balbutia l'alien. Vous avez fait valoir votre point de vue. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Notre conseil est prêt à entamer des discussions formelles sur les réparations. Ronan se pencha, la voix basse. Vous voulez la paix maintenant ? L'alien déglutit. Oui, oui, s'il vous plaît, nous respecterons toutes les conditions. Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour de lui, sa famille, son pont, non pas par le sang, mais par le feu. Chacun d'eux avait été brisé par la galaxie et reforgé par le silence de la Terre. Il hocha la tête une fois, puis s'agenouilla. L'alien cligna des yeux. Quoi ? Les yeux de Ronan étaient glacials. À genoux, par terre. Je veux voir le Dominion s'incliner. Le sous-chancelier hésita. Derrière lui, quelqu'un murmura. D'autres observèrent. Puis, lentement, l'extraterrestre tomba à genoux. La caméra le capta, la galaxie le vit. Le domaine Zervani, l'espèce la plus fière et la plus meurtrière de l'espace connu, s'inclina devant un terrien. Ronan ne fit aucun discours, aucun cri de victoire.
Il venait de terminer la transmission. Le silence retomba sur la passerelle. Seul Harrow parla, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ils s'agenouillèrent. Ronan hocha la tête. Ils le feront tous. Il se retourna et se dirigea de nouveau vers la chambre de la mémoire. La guerre n'était pas terminée, mais la Terre avait cessé de murmurer. Et maintenant, la galaxie ne cesserait jamais d'écouter. La galaxie changeait, non pas progressivement, ni naturellement, mais violemment. Dans les jours qui suivirent la défaite des Irvani, l'équilibre des pouvoirs entre les systèmes connus s'effondra comme du verre. Les traités furent dissous. Les frontières furent redessinées du jour au lendemain. Les gouverneurs planétaires abandonnèrent leur trône, des flottes entières disparurent dans l'espace lointain, et, pour la première fois depuis un siècle, le terme « terrien » fut prononcé avec une expression dangereusement proche du respect et de la peur. Toutes les chaînes d'information reprenaient la même phrase. La Terre est de retour. Mais tout le monde ne l'accueillait pas favorablement. Ronan Strix était assis seul dans la salle stratégique du vaisseau, les yeux rivés sur la projection cartographique en direct du secteur. Plusieurs alertes rouges clignotaient. Non pas des tirs imminents ni des flottes ennemies, mais des perturbations. Le syndicat de Varian était en plein effondrement. 3 de ses colonies commerciales avaient déclaré leur indépendance et juraient désormais allégeance aux principes terriens de représailles. Des foules civiles ont renversé les patrouilles de sécurité et diffusé les discours de Ronan comme s'ils étaient leurs propres déclarations. Il ne s'agissait pas d'attaques coordonnées, juste du chaos au nom de la Terre. Ce n'était pas ce que Ronan souhaitait. Harrow entra, le regard troublé. Un mouvement grandissant se forme sur les systèmes des anneaux extérieurs, se faisant appeler les Ashborn. Ils prétendent parler au nom de la Terre. Ronan ne quitta pas la carte du regard. Que veulent-ils? Plus que des représailles. Ils parlent d'éradication, de nettoyage massif des espèces impériales. Ce ne sont pas des terriens, Ronan. Ce sont des exilés, des hors-la-loi, d'anciens prisonniers. Ils utilisent notre drapeau? Harrow hocha la tête. Pire encore, ils utilisent ton nom. Ronan expira, lentement, avec colère. La vengeance était le feu, mais le feu n'obéissait pas à son créateur. Maintenant, il s'était répandu dans la nature, embrasant des recoins de la galaxie que la Terre n'avait jamais touchés. Ronan avait voulu la justice, la précision. Il ne voulait pas que des sectes et des seigneurs de guerre surgissent de son ombre. Il se tourna vers GRUI 4C, intercepter toutes les transmissions Ashborn, brouiller les transmissions, puis envoyer ce message. Quiconque utiliserait le nom de la Terre pour commettre un génocide serait traité comme toute autre menace. L'IA a réagi instantanément, accusé de réception. Le message s'est diffusé dans 12 secteurs, mais cela ne résolvait pas le problème fondamental. La vérité se répandait plus vite qu'il ne pouvait la contenir. La Terre avait survécu à l'effondrement, qu'elle était revenue plus avancée que toute autre race, qu'elle avait gagné, qu'un seul homme à bord d'un vaisseau avait fait s'incliner des empires entiers. Et dans une galaxie assoiffée de pouvoir, les légendes se développaient plus vite que les faits. Harrow s'approcha. Tu sais qu'ils continueront à s'élever. Des gens qui veulent porter ta peau comme une armure, mener de fausses croisades, arborer des drapeaux pour lesquels ils n'ont jamais versé de sang. Je sais, murmura Ronan, et je les réprimanderai tous moi-même s'il le faut. Mais sa voix manquait de certitude. Pour la première fois, Ronan le sentit, ce doute glacial et lancinant. La peur que le mouvement qu'il avait déclenché soit incontrôlable, que la Terre n'était peu, être plus seulement redoutée, peu, être qu'elle était vénérée. Il se leva et sortit de la chambre, ses bottes résonnant dans le couloir silencieux tandis qu'il se dirigeait vers la chambre d'IA, l'âme numérique du vaisseau. Contrairement au sanctuaire de la mémoire, qui abritait les morts, cette pièce vibrait de lumière et de pensée, pure innovation terrienne. Des esprits d'IA nés de la Terre post-effondrement, liés à la moralité humaine, développés à partir de neurones de mémoire. GRI 4EC flottait tel un orbe bleu au centre, bourdonnant de conscience. Ronan s'approcha. « J'ai besoin de votre analyse, dit-il sans filtre. Sur quel sujet? Moi. Les lumières vacillèrent légèrement. C'était une hésitation. Même une IA pourrait sursauter à cette question. GRI 4EC parla doucement. Vous êtes perçu par 76, 4% des systèmes neutres comme une icône révolutionnaire, par 19, 8% comme un tyran potentiel, et par le reste comme un messie. Ronan ferma les yeux. Et toi? Un silence régna. Puis je te considère comme nécessaire et dangereusement efficace. Il rouvrit les yeux, à voix basse. Alors dis-moi, où cela s'arrête-t-il?
Au moment où tu t'arrêtes, dit l'IA, ou au moment où quelqu'un de plus fort prend ta place. Voilà, la réalité tacite. Si Ronan Strix ne finissait pas ce qu'il avait commencé, quelqu'un d'autre le ferait en son nom. Et la prochaine fois, ce ne serait pas justice, ce serait conquête. Une nouvelle alerte clignota en plein vol. La voix de Harrow résonna dans les communications. Capitaine, nous recevons une alerte de proximité. Plusieurs vaisseaux pénètrent dans le secteur. Ils n'utilisent pas les fréquences de l'Empire. Ronan était déjà en mouvement. Des pirates? Non, monsieur. Signatures inconnues. Technologie non standard. Il avait l'air terrien mais plus âgé. Il atteignit la passerelle en quelques secondes, et c'est alors qu'il la vit. La flotte. 8 vaisseaux, plus petits que l'Aegis Prime Prime, mais indéniablement terriens. Rouillés, lourdement modifiés, chacun assemblé avec des pièces provenant d'épaves extraterrestres, de surplus de ferraille et d'anciens cargos terriens. Et au centre, un croiseur de commandement dont les marquages de coque furent immédiatement reconnus par Ronan. Bon sang, souffla Harrow. C'est le gardien du serment, le prototype original du Black Vault. Ce vaisseau a été perdu lors de l'effondrement. Une nouvelle voix grésilla dans les communications. Une voix granuleuse, masculine. Ronan Strix, tu ne me connais pas, mais je te connais bien. L'écran s'illumina. Un homme plus âgé apparut, visage balafré, barbe fournie, œil synthétique. Derrière lui, un drapeau terrien en lambeaux flottait sur une console brisée. Sa voix était sèche et rocailleuse. Je suis le commandant Kane Ravus. J'ai combattu durant les dernières années de l'effondrement, à la tête de l'une des dernières cellules survivantes après le silence de la Terre. Nous nous cassions en marge, hors de tout réseau, attendant le moment de renaître. Ronan plissa les yeux. Votre coffre noir? Nous l'étions, mais nous avons évolué. Maintenant, nous sommes la souveraineté terrienne, et nous avons un message pour vous. Ronan ne parla pas, se contenta d'acquiescer. Riva se pencha. Vous avez fait craindre la terre à nouveau. Vous avez accompli ce dont nous rêvions. Mais tu te retiens. Tu penses encore qu'il y a une limite. Si, répondit Ronan. Et c'est important? Riva ricana, sombre et amère. Pas ici. Ici, la pitié te fait enterrer. Nous avons vu ce que ces empires ont fait. Nous y avons survécu. Et nous ne reviendrons pas pour reconstruire l'image de la terre. Nous viendrons achever la purge. Le visage de Ronan se durcit. Si tu commences à brûler des mondes civils, je t'enterrerai moi-même. Tu crois que j'ai peur de toi, Strix? Tu n'es qu'une étincelle. Je suis le feu qui brûle derrière toi. Puis Rivas se pencha en arrière et, sur l'écran derrière lui, des dizaines d'autres vaisseaux s'allumèrent, des vaisseaux camouflés se démasquant un par un. Il n'avait pas amené une escouade, il avait amené une armée. On ne demande pas la permission, dit Rivas. Nous revendiquons le droit du sang. Tu peux nous accompagner, ou devenir une autre relique. La transmission fut coupée. Le silence s'installa. Harrow regarda Ronan. Des ordres, monsieur? Mais Ronan ne répondit pas tout de suite. C'était la croisée des chemins. La terre était revenue pour reprendre son nom. Mais maintenant, les vieux fantômes terriens étaient eux aussi sortis de l'abîme, et ils aspiraient à quelque chose de plus sombre, ni à l'équilibre, ni à la justice. Ils voulaient la domination. Ronan fixa le point vacillant où se trouvait le visage de Revis. « Préparez une rencontre, dit-il doucement. Face à face, en terrain neutre. Tu crois qu'il sera d'accord? Peu importe. On ne va pas couper la terre en deux, pas maintenant. » Au plus profond du vaisseau, la chambre de la mémoire s'assombrit, comme si les morts pressentaient ce qui allait arriver. La guerre pour la vengeance de la Terre touchait à sa fin, mais la guerre pour l'âme de la Terre ne faisait que commencer. Ils se rencontrèrent en terrain neutre, une lune morte en orbite autour de l'étoile mourante de Graxis 9, pas d'atmosphère, pas de peuplement, juste de la roche noire et le silence. Ronan avait choisi ce lieu pour une raison. Pas de distraction, pas de piège, aucun risque de voir du sang innocent couler si les choses tournaient mal. La navette atterrit dans un murmure, la descente d'Aegis Prime, pilotée par l'IA, ne laissant aucune trace de poussière. L'écoutille s'ouvrit en sifflant, et Ronan sortit dans la lumière crue du soleil nain rouge. Son armure ne portait aucune marque, juste une finition noire mate, marquée sur les bords. Pas de médaille, pas de bannière, juste un but. Kane Revis attendait déjà. Il se tenait près d'un pilier de pierre brisé, les bras croisés, flanqué de 2 soldats lourdement renforcés, tous 2 vieux terriens comme lui, leur corps ressemblant davantage à des machines qu'à des hommes. Sa barbe était devenue grise, son œil gauche brillait d'un bleu pâle, son armure était abîmée,
peinte de traînées de rouge et d'argent délavé, couleur de l'ancien mouvement de reconquête de la Terre, longtemps considéré comme éteint. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit Rivas d'une voix d'acier rouillé. « Je ne fuis pas les fantômes, » répondit Ronan. Ils se fixèrent. Les deux hommes étaient forgés dans le même feu. Tous deux avaient vu la terre être humiliée, battue, brisée. Tous deux avaient saigné pour un avenir qui n'était jamais arrivé. Mais maintenant, ils se trouvaient aux extrémités opposées. « Tu t'es fait un nom, » dit Rivas. « Les empires tremblent, des flottes entières disparaissent de secteurs avant même ton arrivée. J'ai regardé ta petite émission, Zervani à genoux. C'était magnifique. Ce n'était pas une question de beauté, » dit Ronan froidement. C'était une question de message. Ravurie. On envoie tous des messages, Trix. Tu préfères juste le tien avec du raffinement. Moi, je ne crois plus aux demi-mesures. Il s'approcha, le regard dur. Nous nous sommes cachés dans le noir pendant 30 ans, à regarder la terre brûler dans les livres d'histoire, à regarder les espèces qui ont tué nos enfants écrire des lois sur l'ordre. Nous avons attendu quelqu'un d'assez fort pour allumer le feu. Ronan est resté immobile. Et puis, continua Rivas, tu es apparu. Un vaisseau comme un présage. Tu as fait en quelques semaines ce que nous n'avions pas pu faire en des décennies. Tu as rappelé aux étoiles qui nous sommes. Tu es sérieux, corrigea Ronan. Nous sommes des survivants. C'est pour ça que nous sommes revenus. Revi eut un sourire sec et amer. Non, Ronan, tu survis encore. J'en ai fini avec la survie. Je suis prêt à conquérir. C'était là, la pourriture à la racine. Tu crois que la conquête arrangera les choses ? Demanda Ronan. Tu veux faire de nous ce que nous avons combattu ? Non, dit Rivas calmement. Je veux m'assurer que nous n'ayons plus jamais à nous battre. Il désigna les étoiles. Tu crois que la justice suffit ? Ils ne nous respecteront jamais, Ronan. Pas vraiment. Ils vous craindront maintenant, c'est sûr. Mais donnez-leur une décennie, peu, être moins, ils reviendront. Ils reviennent toujours, à moins qu'on ne les détruise. Pas seulement les empires, tout. Réécrire le système, de ses cendres. Ronan secoua lentement la tête. Alors vous voulez un génocide, planète par planète. Je veux la paix, siffla Rivas. Une paix permanente. Et vous ne pouvez pas l'avoir avec l'ancien pouvoir toujours debout. La mâchoire de Ronan se crispa. Tu construis un empire. Je construis un bouclier. Non, rétorqua Ronan. Tu construis un mensonge, enveloppé d'ossements terriens, et tu veux que je le bénisse ? Rivas fit un pas en avant, la voix plus basse. Dangereux. Je n'ai pas besoin de ta bénédiction, mais tu as le nom, le symbole. Ces gens te vénèrent, Strix. Tu dis, brûle, ils incendieront des planètes. Tu dis, paix, ils désarmeront. Tu pourrais mettre fin à tout ça en un clin d'œil. Ou tu pourrais te l'approprier. Je ne suis pas venu pour régner. Tu n'as plus le droit de décider. Les mots furent durs, trop durs, car Ronan l'avait vu aussi. Le changement de regard des gens sur lui, la façon dont même son propre équipage attendait chaque mot comme si c'était un texte sacré. Il prit une inspiration et recula. Je suis venu ici pour une seule raison. Vous dire que si vous marchez à nouveau sous mon nom, si vous tuez au nom de la terre sans mon ordre, je vous traiterai comme n'importe quelle autre menace. Riva le fixa, l'air indéchiffrable. Même si ça commence à marcher, demanda-t-il, même si on les met tous à genoux, je ne veux pas de genoux, dit Ronan sèchement. Je veux qu'ils nous regardent dans les yeux et sachent qu'on l'a mérité. Le silence s'installa entre eux. Le soleil mourant palpitait derrière la poussière. Finalement, Ravus hocha la tête. Dommage. Et il lui tourna le dos. Parce que la tempête est déjà en marche, Ronan. Les Ashborn, ce n'était que le début. Nous sommes des centaines, des milliers. Nous avons construit des flottes dans l'obscurité. Et maintenant, nous avons un symbole. Toi, tu crois pouvoir l'arrêter ? Essaie, s'il te plaît. Il se dirigea vers sa navette, ses bottes crissant sur le gravier. Mais dépêche-toi. Le transport décolla, et, en quelques secondes, il disparut, disparaissant dans l'obscurité. De retour à bord des Aegis Prime, Ronan était assis seul dans ses quartiers, les yeux rivés sur le message que Kane avait envoyé avant la réunion. Un fichier vidéo. Il montrait une petite planète, une colonie frontalière varienne, civile, agricole. Maintenant, des cendres. Sur la vidéo, la voix de Kane résonnait. Nous appelons cela la purification. Vous diriez que c'était nécessaire si vous arrêtiez de prétendre que la Terre avait encore une conscience. Ronan serra les poings si fort que ses gants grincèrent. Il se leva et entra sur la passerelle. « Passez-moi, Haro. » L'officier apparut quelques secondes plus tard, le visage crispé. « J'ai besoin d'une liste, » ordonna Ronan. « Chaque monde touché par les Ashborn, chaque attaque menée sous notre drapeau,
Je veux savoir où ils sont, qui dirigent, avec quelles armes. Commencez à vous créer un profil. Monsieur, allons-nous faire la guerre aux nôtres? Les yeux de Ronan brûlèrent. Non, dit-il. Nous allons nettoyer notre maison. Ce soir-là, il retourna dans la chambre de mémoire. Les hologrammes étaient immobiles, silencieux, observants. Il s'approcha de l'image de son frère. J'ai semé la peur chez les monstres, murmura Ronan. Mais je n'avais pas vu ceux qui me suivaient. Pas jusqu'à maintenant. Il baissa la tête. Je ne les laisserai pas utiliser ton nom. Je ne les laisserai pas faire de ta mort un étendard pour le massacre. Puis il se tourna vers la console et activa un nouveau protocole. Ciblage interne. Faction terrienne identifiée. Nom de code. Ashborn. Cible principale. Commandant Kane Rivas. Statut. Actif. Ronin quitta la chambre, et quelque part dans l'espace profond, loin des étoiles qui autrefois se moquaient de la Terre, l'Aegis Prime se tourna, non pas vers les empires, mais vers la rébellion qui portait la peau de la Terre, car la vengeance avait déjà été servie. Le jugement arriva. La chasse commença en silence. La chasse commença en silence. Non pas le silence de la furtivité, mais celui de la détermination. L'Aegis Prime avançait dans le vide telle une lame sans fourreau, lisse, noire et patiente. Aucune menace n'a été proférée. Aucun avertissement n'a été diffusé. Ronan Strix n'annonçait plus ses intentions aux étoiles. Il se contentait de pointer du doigt, et son vaisseau le suivait. Les Ashborn étaient désormais partout. 3 jours après la rencontre sur Graxis 9, ils frappèrent une station neutre du secteur 42 Kappa. Des réfugiés civils, d'origine mitérienne. Les Ashborn diffusèrent l'attaque en direct, déclarant la station impure et ses opérateurs sympathisants de l'ancien système. Ils l'incendièrent depuis l'orbite et signèrent les flammes du nom de Ronan. C'était leur arme la plus puissante. Pas seulement des vaisseaux ou de la technologie, mais aussi des convictions. La galaxie avait déjà vu la Terre s'effondrer. Il avait vu les humains implorer de l'aide, la Terre dépouillée, trahie par les traités et effacée de sa signification. À présent, la Terre était à nouveau puissante, et trop d'âmes brisées et amères s'accrochaient à ce retour comme s'il était sacré. Les Ashborn leur offraient ce que Ronan n'avait jamais fait, la permission de haïr. Nous nous levons non pas pour la paix, disait une transmission, mais parce que nous le pouvons enfin. Car la seule chose plus pure que la douleur, c'est la vengeance. Nous agissons ainsi au nom de Ronan Strix, et ce fut l'insulte ultime. Sur le pont d'Aegis Prime, l'équipage travaillait sous le poids d'un malaise grandissant. Chasser les extraterrestres était une chose. Mais maintenant, ils s'en prenaient à ceux qui portaient le même sang, la même langue et même les mêmes cicatrices. Cela rendait tout plus glacial. Ils ont frappé 6 colonies, rapporta Harrow en parcourant la sinistre liste. 3 neutres, 2 virions et une station frontalière Zurvani. Des civils, pour la plupart. Aucune riposte militaire pour l'instant. Les empires nous observent, attendant de voir si nous contrôlons la situation ou non. Nous le ferons, dit Ronan. Il n'avait pas dormi depuis 3 nuits, et ne s'était même pas assis depuis 2. Il arpentait le pont comme une tempête en cage, les yeux rivés sur la carte du ciel. À quelle distance sommes-nous du groupe de flotte d'Ashbourne? 18 heures, dit Harrow. À la vitesse actuelle, nous percerons le secteur 73 Zeta d'ici demain matin. Les rapports indiquent que Kane Ravis utilise une base lunaire abandonnée pour son commandement. Défense renforcée, technologie impériale reconvertie. On dirait qu'ils se préparent à quelque chose d'important. Ils ont déjà commencé quelque chose d'important, marmonna Ronan. Ils n'ont juste pas encore vu la fin. Il se retourna et se dirigea vers le panneau de vision avant. Dehors, les étoiles scintillaient, silencieuses et froides. Autrefois, il regardait dehors et rêvait. Maintenant, il calculait simplement combien de personnes pourraient mourir dans chaque direction. Suis-je en train de perdre ce qui me rendait différent d'eux? La question surgit sans prévenir. Elle avait été profondément enfouie, ignorée. Mais elle refit surface comme une vieille blessure qui se rouvre. Plus il écrasait d'ennemis, plus il détruisait de systèmes, plus la frontière entre Ronan et les monstres qu'il avait juré d'enterrer s'estompait. Et pourtant, il n'y avait pas d'autre solution. Plus maintenant. De retour dans la salle de commandement, l'Aegri-Catreke traitait de nouveaux flux de données. De faibles bavardages sur les communications cryptées des terriens. Une idéologie brute pour la plupart. La Terre ne s'excuse pas. Brûlez ce qui nous a brûlés. L'égide arrive, les dignes suivront. Culte et guerre étaient devenus indissociables. Nous venons de capter quelque chose d'étrange, dit Harrow en fronçant les sourcils.
Un transport civil fuyant le territoire d'Ashbourne, en lambeaux, silencieux, mais diffusant une courte boucle. Audio seulement. Écoutez, dit Ronan. Des parasites crépitèrent sur le pont. Puis une voix tremblante se fit entendre. Un enfant peut être 10 ans. Il n'est pas comme eux. Il essaya de les arrêter. S'il vous plaît, si quelqu'un peut entendre ça, mon père a dit que Ronan Strix viendrait. Il a dit qu'il arrêterait l'incendie. Le silence retomba. Harrow leva les yeux. Cette voix, elle est réelle. Signal vérifié. Elle provenait d'une colonie appelée Landrix III. Ashbourne s'en est emparé il y a 2 jours. Rivas l'a revendiqué comme terrain d'entraînement à la purification. Il y a 2 jours, Rivas l'a revendiqué comme terrain d'entraînement à la purification. Ronan ne dit rien. Son poing se serra lentement, le sang lui affluant aux oreilles. « Planifiez un saut, dit-il. Monsieur, je veux qu'on soit là dans 6 heures. Poussez le cœur. Brûlez du carburant s'il le faut. » Harrow hocha la tête sans hésitation, car chacun d'eux savait ce que signifiait cette transmission. Cain Ravis ne se contentait pas de bâtir une armée. Il construisait des centres d'endoctrinement, des camps, des usines à fanatisme, apprenant aux enfants à tuer au nom du mensonge, au nom de Ronan. Dès qu'Aegis Prime quitta la distorsion au-dessus de Landrix III, le chaos les assaillit. Les Ashbourne n'avaient reçu aucun avertissement. Ils ne pensaient pas que Ronan attaquerait les siens. Leur réseau de défense était désordonné, à peine fonctionnel. Revy avait mené la majeure partie de sa flotte principale plus profondément dans le secteur. Aegis n'hésita pas. Les missiles frappèrent fort et vite, détruisant les boucliers planétaires en quelques secondes. Les tourelles terrestres s'éteignirent. Les patrouilleurs Ashbourne décollèrent, puis se dispersèrent. En 20 minutes, le ciel redevint terrestre. Ronan déploya personnellement son équipe terrestre. Il ne faisait confiance à personne d'autre pour pénétrer dans ce cauchemar. Le camp était pire que prévu. Des rangées d'enfants dans des baraquements de fortune, tous vêtus de noir, tous contraints de regarder en permanence de la propagande, des images de Ronan détruisant des flottes Urvani, des discours édités, un son déformé de lui criant « Pas de pitié !» en boucle. On leur donna des couteaux et on leur annonça que la terre les avait choisis. Ronan traversa la pièce tel un fantôme. Il passa devant une salle où les enfants devaient mémoriser les noms des martyrs terriens. S'ils oubliaient un nom, ils étaient fouettés. Une autre pièce contenait des cadavres, des traîtres exécutés, pour la plupart des adultes qui avaient tenté de s'échapper, tous sous des bannières peintes à son nom. Dans la caserne centrale, un garçon d'à peine 9 ans se tenait debout, pâle, les yeux écarquillés. Il s'avança, un couteau cassé à la main, tremblant. « Tuez-lui, dit-il. Tu es le vrai, Ronan. » Ronan s'agenouilla devant lui. La voix du garçon se brisa. Il disait que tu viendrais, que tu brûlerais les faibles. Non, dit Ronan doucement. Je suis venu sauver les faibles. Le garçon se mit à pleurer. Plus tard, lorsque les enfants furent évacués et le centre bombardé de charges ciblées, Ronan se tenait parmi les décombres. Son armure était rayée, son visage meurtri par l'un des combats cellulaires, mais il était toujours debout. Harrow s'approcha, tenant un bloc-notes récupéré. Ravu laissa un message. Ronan le prit. L'écran vacilla et le visage de Cain réapparut. Enregistré cette fois. Sombre. Concentré. Si vous regardez ça, vous êtes enfin descendu de votre trône. Bien. Le jeu a commencé. Tu trouves ça horrible? Tu aurais dû voir ce qu'ils ont fait à mon fils. Ce qu'ils lui ont donné à manger dans les mines de Viryun, tu crois avoir vu la souffrance? Tu n'en as vu que le résultat, Ronan. J'ai été forgé pour cette cause. Et si tu veux m'arrêter, tu ferais mieux d'être prêt à tuer jusqu'au dernier. Parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils ont besoin de toi. La nourriture fut coupée. Ronan abaissa lentement le bloc. Il se tenait maintenant parmi les cendres, et pour la première fois depuis le retour de la terre, il ne se sentait pas fort. Il se sentait hanté. Les étoiles au-dessus du secteur 77 Omicron étaient silencieuses. Il regardait Aegis Prime s'effondrer de la distorsion, juste au-delà du bord sombre d'une nébuleuse mourante. Sa coque luisait d'un bleu pâle depuis son entrée dans l'atmosphère, ses armes froides mais prêtes. Ce n'était plus une mission, c'était une fin. Les cendrés s'étaient rassemblés. Cain Rivas avait baptisé cette opération la purification, une attaque finale contre le dernier des systèmes galactiques qui avait osé se moquer de la Terre. Plus de 300 vaisseaux orbitaient désormais autour du monde mort d'Ixar II, dont des croiseurs Urvani remis en état, des transporteurs Kelkari volés et des dizaines d'anciennes reliques de guerre terrienne. Ce n'était pas seulement une flotte,
C'était une secte, et chaque pilote, chaque soldat de cette planète, et chaque pilote, chaque soldat de cette planète, portait le visage de Ronan Strix sur ses bannières. Il se tenait seul sur le pont de commandement, silencieux, immobile, les regardant s'aligner en formation comme un reflet grotesque du nouvel héritage de la Terre. Son équipage avait cessé de l'interroger. Il savait que c'était personnel maintenant. Trop personnel. La transmission de Kane était arrivée, dit doucement Haro, décryptée, diffusée sur un canal ouvert. Ronan fit un léger signe de tête. Écoutez. La passerelle s'assombrit et la voix de Ken Ravus résonna à travers le vaisseau, diffusée non seulement vers Aegis Prime, mais vers toute l'armada Ashborn. Voici Cain Ravus, commandant de la souveraineté Ashborn, frère de la Flamme Terran. Pour ceux qui étaient à bord d'Aegis Prime, votre capitaine était un soldat. C'était un martyr, mais il a oublié pourquoi nous avons versé notre sang. Il a fait plier les empires, puis leur a demandé de se relever. Il nous a montré comment nous battre, mais je vous montrerai comment vaincre. Le flux s'arrêta. Gris fort. La voix calme et impassible de C suivit. Des vaisseaux Ashborn propulsant des armes, portés de tir dans 2 minutes. Ronan ne s'y a pas. Ouvrir la transmission large bande, ordonna-t-il. Les voyants de communication s'allumèrent au vert. Ronan s'avança et regarda directement le flux. Il n'éleva pas la voix, il ne cria pas. Mais ces mots avaient plus de poids que des missiles. Voici Ronan Strix, capitaine d'Aegis Prime, fils de la Terre. Je sais ce que la galaxie nous a fait. Je sais ce que nous avons perdu, ce qu'ils nous ont pris. Je l'ai vu aussi. J'ai enterré ma famille sous un ciel brûlé. Il marqua une pause, laissant la vérité s'installer. Mais la vengeance est une flamme. Ça vous tient chaud jusqu'à ce que ça brûle votre maison. Il désigna la flotte Ashborn sur l'écran. Je n'ai pas combattu les empires pour que nous puissions devenir eux. Je ne suis pas ressuscité des cendres pour que nous puissions étouffer les étoiles avec de nouvelles fumées. Si vous suivez Riva, alors vous suivez l'extinction. Pas la leur. La nôtre, silence. L'équipage ne bougea pas. Il respirait à peine. Puis Ronan ajouta quelque chose, plus doucement maintenant. Humain, tu avais raison d'être en colère. Tu avais raison de te battre. Mais ne te bats pas comme eux. Combat comme la terre. Il coupa la transmission. Dehors, les vaisseaux Ashborn maintenaient leur position. Dehors, les vaisseaux Ashborn maintenaient leur position. Les réseaux de visée restaient actifs. Mais ils ne tirèrent pas. Pas encore. Pas avant que Coin Ravis ne fasse son choix. Un signal de la surface rapporta Haro. Ravis demande un contact personnel, face à face. Ronan esquissa un sourire sinistre. Bien sûr qu'il le demande. La surface de la Lune était déchiquetée et sombre, recouverte de verre noir provenant d'un ancien bombardement planétaire. Caïn se tenait près des ruines d'une tour de communication fracassée, les bras croisés, vêtu d'une armure cramoisie, l'insigne né des cendres, un crâne enveloppé de lianes terriennes, gravé sur sa poitrine. Ronan sortit seul de sa navette. Pas de renfort, pas d'armes, juste sa présence. Ils se rencontrèrent à mi-chemin de la plaine aride. Caïn pencha la tête. Toujours en train de jouer les martyrs, je vois. Toujours en train de jouer les seigneurs de guerre, dit Ronan. Je t'ai offert un trône, grommela Caïn. Tu aurais pu régner sur tous les recoins des étoiles sous ton nom. Tu aurais pu faire saigner la galaxie pour ce qu'elle nous a fait. Je suis venu ici pour arrêter cette hémorragie, dit froidement Ronan. Pas pour la propager. Caïn s'approcha. Tu as vu ce qu'ils ont fait. Tu sais ce qu'ils vont refaire. Les empires nous observent, guettant une faiblesse. Tu veux la paix? Ils nous étriperont dès que tu auras le dos tourné. Je me fiche de ce qu'ils veulent, répondit Ronan. Ce que nous deviendrons m'importe. Le visage de Caïn se tordit de colère. Tu crois que la pitié nous sauvera? Non, dit Ronan. Mais être que la pitié sauvera ce qui nous reste. Caïn hésita un instant, juste un instant. Puis il dégaina son arme de poing. Je suis désolé, Ronan, dit-il doucement. Mais tu ne parles plus au nom de la terre. Le coup partit, et Aegis Prime répondit. Le tir n'atteignit jamais Ronan. Et Aegis Prime répondit. Le tir n'atteignit jamais Ronan. En plein vol, un bouclier cinétique apparut, déviant la lumière et captant l'explosion comme une toile d'araignée attrapant une mouche. Puis le ciel s'illumina. Au moment où Cain tira, un signal caché se déclencha. Un système de sécurité que Ronan avait programmé dans la technologie volée de l'Ashborn des semaines auparavant. Un virus, enfoui dans des relais de communication, dans des balises furtives. Le bruit se répandit comme un murmure.
Les vaisseaux d'Ashbourne s'éteignirent, un par un. Les moteurs s'éteignirent. Les cœurs d'énergie s'éteignirent. Les systèmes s'éteignirent. Ronan venait de débrancher la prise. Kane fixa le ciel, horrifié. La prise. Caïn fixa le ciel, horrifié. Non. Ronan s'avança. Tu pensais que je n'avais rien prévu? Tu pensais que je te laisserais utiliser mon visage pour empoisonner les étoiles? Caïn tomba à genoux, les mains tremblantes. C'était notre chance. Ronan le regarda. C'était ton erreur. Caïn leva de nouveau son arme, tremblant, mais il n'en eut jamais l'occasion. Une décharge d'énergie unique, venue de l'orbite, le frappa à la poitrine. Chirurgicale, précise, non mortelle. Il s'effondra. Ronan se retourna et s'éloigna, les yeux rivés sur les étoiles, la voix calme. Sécuriser Kane Ravus. Extraire les survivants. Désarmer tous les vaisseaux Ashbourne. Aucun mort, sauf si on tire dessus. Accusé de réception, Harrow réagit. Nettoyer les équipes en route. En atteignant sa navette, Ronan jeta un dernier regard en arrière. Kane Ravus, autrefois le feu à l'origine de la rage de la Terre, gisait brisé sur la vitre froide, entouré des ruines d'un avenir bâti sur la haine. Il fallut 5 jours pour démanteler le réseau Ashbourne. Des centaines de personnes se rendirent volontairement dès que la nouvelle se répandit que Ronan avait personnellement désactivé leur flotte. D'autres résistèrent. Certains tentèrent d'autodétruire leur vaisseau. Mais la guerre était finie, et la Terre y avait survécu. Sur Aegis Prime, Ronan se tenait de nouveau dans la chambre des souvenirs. Les visages des disparus l'entouraient. Sa mère, son frère, les enfants tombés de Varga VI, les symboles qui avaient marqué le début de ce voyage. Mais pour la première fois, il sourit. Non pas parce que c'était fini, mais parce que cela avait signifié quelque chose. « Repose-toi maintenant », murmura-t-il. « Nous ne sommes pas devenus comme eux. » Il se retourna pour partir. En montant sur la passerelle, Harrow leva les yeux de sa console. Transmission du Conseil galactique. Faites-le passer. Un visage familier apparut, un délégué Zurvani, légèrement tremblant. Capitaine Strix, le Conseil souhaite présenter ses excuses officielles et solliciter votre coopération pour la rédaction d'une nouvelle charte galactique. Ronan ne sourit pas, il hocha simplement la tête. Je vous enverrai les conditions. Des mois plus tard, la galaxie était différente. Le domaine Zervani avait signé un pacte de non-agression. Le syndicat de Varian était dirigé par une nouvelle équipe, Proterre, pour la première fois de son histoire. L'ordre Calcari avait mis en place des programmes de réparation pour les anciennes colonies terriennes et une nouvelle alliance s'était formée, l'accord terrien, un pacte de défense et de diplomatie unifié, dirigé par la Terre, ouvert à toute espèce désireuse de se présenter comme des égaux et non comme des dirigeants. Ronan Strix déclina le titre de haut commandant. Il préférait celui de capitaine. Il pilotait toujours les Aegis Prime, observait toujours les étoiles. Mais désormais, il n'agissait plus seul. L'humanité n'était plus crainte, elle était respectée. Et parfois, c'était la victoire la plus difficile.